Et on aimerait partager avec vous aujourd'hui l'évolution du rhum à Maurice, notre industrie, comment elle fonctionne, comment nous fonctionnons, un peu d'historique bien sûr, et nos innovations, nos nouveaux produits rapidement, mais surtout notre nouveau chez vieillissement également, qui est une fierté pour nous, vos plans c'est là. Juste pour expliquer le programme de la journée, donc on va faire un petit point rapidement, on ne va pas rester sur la journée, on va faire un point rapidement sur la fabrication du rhum. Par la suite, on va parler de nos sucres également. Par la suite, nous irons à la distillerie pour voir notre mélasse et rencontrer notre maître distillateur qui vous expliquera le processus. Nous irons par la suite au chai de vieillissement, le chai d'Île-de-France. On pourra faire une dégustation de rhum. On n'a pas mis 13 rhums, ne vous inquiétez pas, vous n'en aurez que quelques à déguster avec avec une confiture, du fromage ou des gadjaks mauriciens. Donc, ce sera une petite expérience. Par la suite, pour ceux qui veulent goûter autre chose, vous pourrez voir également. Et on passera par la suite également à Beauplan-Célard, qui est assez imposant, donc vous pouvez regarder. Notre maître de chai sera avec nous pour nous expliquer les différents processus et nous irons déjeuner à l'aventure du sucre. Nos marques principales de rhum chez Grey sont Grove. Nous avons sorti un rhum qui s'appelle Lazy Dodo et nous sortons bientôt un rhum qui s'appelle Mauricia, mais ça on en parlera à sa sortie. Donc le rhum est un produit qui est très très diversifié. Vous pouvez voir qu'on a un côté sur la table, vous voyez, très classique, très bois, très posé. Mais le rhum, c'est aussi de l'amusement, des cocktails, la plage, les vacances. Donc il y a énormément de niveaux sur le rhum, que ce soit de la gastronomie, que ce soit, comme je disais, en fête, en soirée, avec du coca, avec du jus, ou en dégustation, avec des cigares, ou puis de très du rhum, qui se rapproche de cognac, de whisky, etc. Donc le rhum, il y en a pour tous les goûts. Petite histoire du rhum rapide, sinon on ne les lâche pas demain. Donc la première sucrerie a vu le jour à Maurice en 1740 et la première distillerie en 1742. Donc vous voyez que c'est très très lié, seulement 2 ans après. Avant la canne à sucre, les Hollandais distillaient les feuilles de latanier, qu'on appelait à l'époque de la raque. La feuille de latanier que vous retrouverez sur nos packaging de Nugro. Vous voyez aussi en bas, c'est la grande feuille que nous avons choisie. Donc c'est un peu un hommage à l'ancêtre du rhum à Maurice. Maëlle Baudonnet a, donc à l'époque française, développé l'industrie, tout le côté mécanique pour pouvoir faire du rhum. Et par la suite, les frères Harel, donc du groupe Terra maintenant, ont vraiment développé cette industrie à travers la canne à sucre, la mélasse, toutes les sucreries et distillent toujours. Donc à la distillerie qu'on visitera par la suite. Donc Terra, c'est depuis 1838 jusqu'à nos jours et pour le futur, bien sûr, c'est notre tagline. Il faut savoir que notre distillerie actuelle peut produire jusqu'à 7 millions de litres d'alcool pur par an. Une capacité de 30 000 litres jour. Je dis alcool pur, pourquoi? Parce que nous ne distillons pas seulement du rhum, mais aussi des alcools neutres, des rhums légers, nous faisons des rhums de différentes catégories de goût, je vous montrerai par la suite. On peut faire aussi de la vodka et tout ce qui peut se faire, du cane spirit à base de vin. On m'a demandé juste avant, c'est quoi le 5? Pourquoi un 5 étoiles? Donc là, je parle pour Terra. Nous sommes un rhum 5 étoiles parce que nous intégrons les 5 étapes de la fabrication. C'est-à-dire que les 5 étapes sont gérées par nous-mêmes. Nous contrôlons absolument toutes les étapes. Nous plantons nos cannes à sucre, nous les récoltons. Nous possédons notre propre sucrerie qui est à Bellevue. On ne va pas aller là-bas parce que c'est assez compliqué en plus en période de coupe.
Et vu que nous avons un pôle sucrerie, nous pouvons récolter nos mélasses, qui est la matière première de la plupart de nos rhums. Par la suite, nous avons notre distillerie, donc nous envoyons directement notre mélasse à notre distillerie. Donc nous contrôlons notre distillerie, notre vieillissement, qu'on verra aussi par la suite, et nous assemblons et nous embouteillons. On aurait pu rajouter des étoiles parce qu'au final, on commercialise, on est sur les salons, donc on suit vraiment du début à la fin. Je vais passer assez rapidement. Donc, nous plantons nos cannes à sucre sur la partie nord de l'île, quasiment toute la partie nord de l'île, 16 000 hectares. Et la sucrerie produit à peu près 90 000 tonnes de sucre par an. Très important par rapport à notre sucrerie et il faut savoir qu'une bonne matière première donne un bon rhum par la suite. Pourquoi je veux faire un petit focus dessus? C'est que nous n'ajoutons aucun produit chimique dans nos champs. Seulement du désherbant, mais ça aussi nous sommes en train de l'éliminer et trouver des techniques naturelles pour éviter la pousse des mauvaises herbes. Pour ceux qui n'ont pas, c'est bon, on a fait couper des petites cannes pour vous, si vous voulez. Je vous la passe, vous pouvez goûter la canne à sucre. Donc comme on disait, du champ au verre de rhum, on est vraiment du champ au verre. On récolte nos cannes à sucre à partir de mai-juin, la coupe, la période froide à l'île Maurice. Mais d'accord, il ne fait pas très froid ces derniers temps. Donc on récolte la canne à sucre. Et lors de notre processus de la cristallisation pour faire du sucre, nous n'ajoutons aucun soufre. Pourquoi? C'est que nous ne faisons pas de sucre blanc. Nous faisons que des sucres naturels. Je vais vous passer, vous pouvez goûter. Nous faisons 12 différents sucres. Je vous en présente 4 ici. Vous verrez qu'il y a différentes tailles de grains, différents goûts. Tous ces sucres sont 100% naturels, ce qui fait que notre mélasse est aussi 100% naturelle. Je tiens vraiment à en parler parce que notre mélasse contient plus de 40% de sucre que nous pourrons fermenter. Quand on prend par exemple l'Amérique du Sud, où il y a vraiment un gros marché de rhum avec de la mélasse est vraiment... Elle n'a plus aucun goût à la fin, tout est tiré pour faire du sucre. Nous, notre mélasse reste, vous allez pouvoir la goûter à la distillerie, notre mélasse reste naturellement très très goûteuse, ce qui permet de faire un très bon rhum par la suite. Vous voyez différents types de grains, c'est vraiment fait pour avoir un type, tout est calculé pour avoir des types de grains. Vous pouvez goûter, vous pouvez voir, j'en ai que 4, vous verrez quoi par la suite à la bouche du sucre. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que notre sucrerie produit de l'électricité. On essaye d'utiliser le moins de charbon possible. Et donc toute la bagasse, toutes les feuilles de canne sèches sont brûlées. Et on produit jusqu'à 18% de l'électricité à Maurice, grâce à notre centrale thermique qui est juste à côté, qui s'appelle Terragène. Voilà, donc on a parlé de production de mélasse, les 12 différents sucres. À partir de la distillerie, je ne vais pas rester très longtemps dessus parce que vous aurez la chance de voir notre maître distillateur. Donc on récupère notre mélasse, on distille toute l'année, mais pour nos rhums, New Grove, Les Idodo et bientôt Mauricia, nous distillons qu'une seule fois. Donc nous arrêtons, nous nettoyons tout et nous faisons vraiment un focus sur cette distillation. Donc la mélasse est diluée parce qu'elle est très épaisse comme vous verrez. Elle est fermentée avec nos propres levures pendant à peu près 30 heures, maximum 32 heures. Par la suite, nous distillons et nous récupérons notre rhum à 94% d'alcool. Pas tout vous dire, mais c'est la surprise pour après. Donc toujours la distillerie. Je vais vous parler de différents types de rhum que nous pouvons faire. Alors, dans ces différents types de rhum, nous recherchons des non-alcools, c'est-à-dire tout ce qui donne le goût naturel au rhum. On peut choisir, par exemple, au New Grove, de découvrir des notes d'ananas, de menthe, de poivre.
Chez les idodos, par contre, on recherche un côté agrume, fruit de la passion. C'est possible de le faire dès la distillation. Bon, ça ne sera pas logique directement quand on goûte, on ne va pas dire tiens, un peu plus mousseux. Mais ce sont des choses qui se développent également par le vieillissement. Donc c'est possible, nous pouvons réguler notre distillation pour trouver des goûts naturels. Le vieillissement, donc notre maître de chez Loïc, qu'on va rencontrer plus tard, va nous expliquer les différents types de vieillissement. Dans le chai d'Île-de-France, nous n'avons que 2 types de fûts, les fûts français. Mais dans Beauplan-Cellar, nous avons diversifié nos fûts et nous avons du chêne américain. 3 types de chêne américain, des fûts de Bourbon, mais également des fûts de cognac et des fûts de chêne du Limousin. Je laisserai Loïc vous expliquer en détail plus tard. Nous faisons nos assemblages. Il faut savoir que dans la majorité de nos rhums, sauf nos liqueurs bien sûr et nos rhums épicés où on mélange avec des arômes, nous ne rajoutons rien à nos rhums. Pas de sucre, pas de caramel, pas d'argent vieillissant, pas de colorant. Énormément de rhum rajoutent, ou d'autres spiritueux, des whisky, ajoutent des colorants. Nous n'avons pas besoin, nous, parce que, comme je disais, notre matière première est bonne, mais aussi notre vieillissement est très très rapide sous les tropiques. C'est une bombe. Par rapport, je prends l'exemple en Europe, en Écosse, etc. Vous pourrez comparer deux couleurs différentes dans le chai. Nos rhums sont vraiment très très vite. Donc après 3 mois, on a déjà une couleur assez importante. Donc nous faisons 2 assemblages, nous mélangeons nos rhums pour créer nos recettes et nous avons notre propre chaîne d'embouteillage. C'est attention de faire à la main comme vous pouvez voir, c'est une édition limitée. Et d'autres bien sûr sur des chaînes plus industrielles. Voilà vous pouvez voir sur la table, bon, bien sûr la canne à sucre. Vous avez des morceaux de tonneau. Donc vous pouvez voir à l'intérieur du tonneau qui est brûlé. Loïc vous expliquera, mais il y a différentes chauffes dans un tonneau et ça donne des goûts par la suite différents. Je vous ai parlé des différents sucres. Vous pouvez voir comment ils peuvent ressortir. Le plus foncé reste mon préféré si vous voulez le goûter. Et donc, comme je disais, on contrôle tout jusqu'au vieillissement et la commercialisation. Nous avons voulu, à travers nos différents rhums, exprimer notre mauricianité, notre diversité. Comme on disait, rum is fun. Vous voyez le bar de Grove derrière vous qui est rempli un côté touristique, un côté très local aussi, la savate, l'huître, le cigare, les fruits, les coquillages. Nous pensons que Maurice fait du rhum de plus en plus qualitatif. Nous sommes très en retard sur le marché du rhum mondial parce que ce n'est qu'en 2001 que nous avons pu recommencer à faire du rhum de qualité. Et les rhums de type agricole, eux, viennent bien après, en 2006. Donc on a un gros retard à rattraper. Je dois dire, ça fait maintenant 10 ans que nous parcourons un peu le monde entier pour venir montrer que Maurice fait du rhum de qualité. Et nous y arrivons parce que je dois dire bientôt en octobre, il y a une grande convention du cocktail à Berlin et l'île Maurice est pays d'honneur. De plus en plus. Donc nous sommes bien fiers, nous ne sommes pas beaucoup, les distillateurs, mais nous sommes soudés, liés à travers une association. Et il faut savoir, le tourisme vient rechercher la plage, principalement la plage, un peu de tourisme vert, mais énormément de touristes viennent acheter du rhum parce que ça fait parler des vacances, c'est des cadeaux à emmener. Et c'est une culture qu'il faut développer, notamment par rapport à la diversification des champs de canne également. Le sucre n'est pas au meilleur de sa forme, comme tout le monde sait depuis quelques années maintenant. Et le rhum, nous pensons, nous, que le rhum est une valeur ajoutée. Le rhum de qualité, bien sûr, est une valeur ajoutée pour nos champs de canne. Première question. Est-ce que le rhum a une meilleure image maintenant pour ceux... Oui, le rhum a une meilleure image. Alors,
Les problèmes qu'on avait eu avant, c'est que au niveau de Maurice, surtout, beaucoup de Mauriciens ne faisaient pas de différence entre le rhum et le cane spirit. Tout ce qui est cane spirit, qui est vraiment pas cher, donc ce qu'on appelait à l'époque le rhum, légalement pas du rhum. Parce que la méthode de distillation n'est pas la même. Elle est distillée à plus de 94 ou 95%. En bouteille, ils sont à moins de 37% d'alcool. Il faut savoir que le rhum peut s'appeler rhum entre 37 et 94,5. Très précis dessus. Donc beaucoup de ces alcools se rapprochent plus de la vodka que du rhum. Donc oui, le rhum et automatiquement, ça donne mal à la tête, etc. etc. Un bon rhum, bien sûr, avec modération, se déguste, se mélange, mais un goût, un vrai goût. Donc oui, on a eu maintenant l'image de rhum commence à remonter, notamment à travers les médailles que nous avons gagnées sur les concours internationaux, l'Expo, le retour de l'Expo. Chez Grey, on distribue sur plus de 30 pays, notamment les États-Unis, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, commencent à bien prendre. Et on voit quand même que le marché mauricien commence à se développer, mais surtout au niveau qualitatif. Les gens mélangent avec les desserts, font leur propre cocktail. Ce sont des expériences, comme je vous disais au début. Le rhum est une expérience à plein de niveaux. Ce sont de très beaux cadeaux à offrir. En digestif, on ne boit plus facilement de whisky, on boit moins de cognac ou d'armagnac. Les Mauriciens maintenant, nous on voit ça, du moins les Mauriciens sont fiers de venir offrir des rhums, des liqueurs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et notamment, plus tard, on a aujourd'hui même le concours du meilleur sommelier. Et ça fait quelques temps maintenant qu'ils incluent le rhum, surtout mauricien, dans leurs épreuves au niveau digestif, les hôtels 5 étoiles, etc. Donc, on y est, on y arrive. C'est un bon travail. Il n'y a pas de publicité, je la colle, on ne peut pas faire de publicité et il faut faire attention à ce qu'on véhicule comme image. Toujours boire avec modération. Donc on y arrive. Oui, l'image du rhum commence à se redorer. Historiquement, on dit que la Bombonique. Moi, je croyais que les pirates qui. Alors, il y a une histoire du pirate et le rhum. Il y a beaucoup d'histoires de pirates, mais je dois dire les pirates, c'est plus sur le côté Caraïbes que sur Maurice. Sur Maurice, sur l'océan Indien, Maurice, Réunion, c'était plus des caossaires. Il y a toujours eu des pirates, mais on va dire que c'est plus une histoire marketing à raconter dessus. Il y a eu des pirates, mais non, c'était plus après ça dépend qui vous considérez comme des pirates. Mais c'était les Hollandais qui ont commencé les distillations, comme je disais, par rapport à la feuille de latanier, qui ont introduit la canne à sucre, mais par la suite, ce sont les Français qui ont commencé à distiller. Et pourquoi le cigare et le rhum? Parce que le cigare, c'est pas mauricien. Le cigare n'est pas mauricien, on va dire le chocolat non plus n'est pas mauricien, mais le cigare est un qu'on utilise beaucoup en digestif, se marie avec beaucoup d'alcool. On se disait, c'est un peu les îles, c'est un peu les tropiques, Cuba, etc. Donc c'est une représentation qu'on a ici avec le rhum, ça se marie très très bien avec le rhum. Vous pourrez essayer plus tard du rhum de la confiture, du rhum avec des sèves et du rhum avec du fromage. Donc il y a des associations à faire. Mais on croit toujours que le rhum c'est blanc. Oui. En fait, il y a le rhum rouge aussi. Alors, c'est ça qu'on va vous expliquer par la suite dans le chai. Je préfère vous faire visiter, que vous voyez comment le rhum se transforme à travers le vieillissement ou à travers les colorants. Une question pour peut-être de l'exploitation. Quel est le taux que vous exportez? Quel est le taux que vous exportez? Avec quel pays et quel type de rhum? Alors, on va dire que chez les États-Unis, c'est heureusement pour nous, c'est beaucoup plus de rhum blanc ou de rhum épicé. Le marché américain est très friand de cocktails, donc c'est très bar, etc. Donc vous verrez les références qui sont bien exploitées, qui sont les rhums de mélange principalement. Pourquoi je dis heureusement? C'est que nos volumes de rhum vieux, vu qu'on ne rajoute rien, on ne peut pas faire vieillir plus vite que le temps, on n'aurait pas pu fournir autant. Bien sûr, on a des rhums de 5 ans, etc. qui se vendent, mais sur le marché américain, ce sont plus des rhums blancs et des rhums épicés.
Sur l'Asie, beaucoup de liqueurs. Et l'Asie, bon, c'est vaste, hein, sur les marchés de vitrine comme le Japon, Hong Kong, Singapour, on sera sur des rhums haut de gamme. Des rhums très vieux, des rhums exclusifs. Mais sur la Chine même, on est plus sur des liqueurs sucrées, très sucrées. Sur l'Europe, ça dépend. Vraiment, ça dépend. Sur l'Europe de l'Est, ça sera plus sur des liqueurs et des rhums blancs. Mais sur la vieille Europe, on sera plus sur des rhums vieux, édition limitée, des choses beaucoup plus, un profil beaucoup plus sec. Sur la vieille Europe, Italie, France, Belgique, beaucoup. Et en ce qui concerne le volume exporté, est-ce que vous avez des chiffres? Alors on exploite en vrac aussi, beaucoup des millions de litres. Ouais, je voudrais avoir les chiffres exacts. Je ne préfère pas vous donner de tête, mais je vous donnerai par la suite le volume en vrac que nous vendons et les nombres de bouteilles également, pas de problème. Est-ce que le rhum est devenu un produit jet set? Parce qu'à Maurice, on a organisé beaucoup de rhum festivals. À ma connaissance, il y a 3. De plus en plus. Est-ce que maintenant c'est devenu un produit jet set? Pas forcément jet set. On va dire que tout ce qui est rhum festival, c'est festif. Ce n'est pas forcément jet set. Bien sûr, il y aura des références très chères. Les gens vont boire ça sur la plage avec leur cigare. C'est comment on interprète en fait. Mais tout ce qui est rhum festival, on va dire que c'est beaucoup plus de partage que la jet set. Oui, parce qu'il y a des jet setters qui sont venus à Maurice uniquement pour les rhum festivals. Sur l'Europe, si vous avez la chance de voir un salon en Europe, il y a certains grandes têtes du rhum qui marchent dans les salons et comme je dis toujours, on a l'impression d'avoir des rigoras qui marchent derrière eux. Mais ce sont des grands producteurs. Il y a de plus en plus de personnes qui donnent des discours, qui font ce qu'on appelle des masterclass. Et pour l'amateur, le fan de rhum, ces personnes-là sont effectivement des bons dieux. Donc dans ce sens-là, oui, on va dire qu'il y a un côté jet set. Mais finalement, pour le consommateur final, c'est le partage, c'est l'amusement, c'est de goûter ce qu'il aime. On me demande souvent quel est le meilleur rhum. Je dis mais c'est celui que vous aimez. Moi personnellement j'aime des rhums très forts en taux d'alcool, très secs, mais vous peut-être que vous préférez une liqueur au café, comme vous préférez un rhum blanc mélangé. Le meilleur rhum est celui que vous préférez. Donc il n'y a pas de rhum masculin, comme on dit, ça c'est rhum pour les femmes, pour les dames, il y a des rhums pour les hommes. Plus sucré et plus féminin. Je vais dire, très honnêtement, on a des liqueurs, nous on dit oui c'est très féminin, j'ai envie de vous dire, il y a autant d'hommes qui l'achètent que de femmes. Mais on va dire que certains rhums très, très secs peut-être seront plus masculins. Mais les codes changent pour tout, donc ça change également pour les spiritueux. C'est quoi la mélasse? On va commencer par le commencement, c'est quoi la mélasse? Bon, la mélasse c'est un sous-produit de la canne. Une fois que tout le sucre a été enlevé, c'est un sous-produit qui contient encore du sucre et qui n'est pas exploitable à l'usine, mais qui est intéressant pour nous pour transformer en alcool. Donc comment ça se transforme en alcool? En quelques mots. Oui. Donc on prend la mélasse, on la dilue, on va dire 3 parts d'eau pour 1 part de mélasse approximativement. Et on met de la levure, et la levure va transformer les sucres présents dans la mélasse en alcool. Et au bout de 30 heures, tout le sucre est transformé en alcool, et ensuite on envoie en distillation pour faire le rhum. Après la distillation, il y a un seul type d'alcool, c'est-à-dire un seul alcool, ou bien on peut faire tirer 90, 50, 20, 10, comment est-ce que vous faites ça? Si je fais du rhum, j'aurai une fermentation spécifique pour le rhum et j'aurai une seule distillation. Si je vais faire du neutre, la fermentation va être différente et j'aurai au moins 3 colonnes pour pouvoir la distiller. Donc c'est du neutre. Est-ce que le rhum a une couleur, on connaît un peu transparente, mais est-ce que le rhum est incolore. À distillation, le rhum est incolore. Si il est vieilli en fût de chêne, il va prendre la coloration du bois. Et sinon, lui, il est neutre. J'ai un échantillon un peu. Il a une odeur. Peut-être que vous êtes un nez. Bien sûr. Une odeur. Il y a des caractéristiques organoleptiques qu'on recherche justement dans le rhum et qui ne devraient pas être présents pour le neutre. Quand vous faites de l'alcool, il y a beaucoup de
de produits. Il y a des produits pharmaceutiques, il y a le rhum. Est-ce que vous allez vers d'autres produits? Bon, en fait, ici à notre niveau, on essaie de diversifier au niveau des produits au départ, mais tous les produits finaux qui vont être vers le client, ça c'est plus au niveau de la recherche et développement au niveau des produits. Les produits cosmétiques aussi, c'est ça? Bon, le cosmétique, ils utilisent, mais on n'est pas dans le cosmétique, bien sûr. On n'est pas dans le cosmétique. C'est un produit de base, là. Merci. Nous avons plusieurs choix. Parmi les choix, nous avons 3 types d'alcools différents. Des rhums pur jus, type agricole. Nous avons des rhums de mélasse, du même style que New Grove, mais avec, on va dire, des caractéristiques légèrement différentes. Et nous avons des rhums légers que nous proposons à nos clients. Maintenant, une fois qu'ils ont choisi quel produit ils veulent mettre en vieillissement, nous avons un choix de 5 types de fûts différents. Nous avons d'anciens fûts de cognac, nous avons du fût en chêne américain neuf, 3 types différents, et nous avons des fûts de Bourbon. À savoir que le client ne va pas choisir forcément un type de fût spécifique, il va vouloir un peu de ça pour pouvoir faire ses mélanges et ses assemblages et avoir sa typicité. Et que son rhum sera unique à lui. Le rhum est en croissance constante depuis les 5-7 dernières années, surtout les rhums bruns, les alcools bruns de manière générale. Et nous avons la chance ici de pouvoir vieillir rapidement. L'âge sera le même, mais la qualité, le goût et la couleur seront déjà plus foncés. Donc le vieillissement tropical, c'est quelque chose de très très important. Regardez ce qu'on peut proposer à tout le monde, des différents types de fûts, de recettes, de services, de qualité de rhum. Donc on a vraiment un one-stop shop pour quelqu'un qui veut créer sa marque, sa pérennité, c'est de louer aussi de l'espace pour des gens qui n'ont pas d'espace ou pas forcément d'argent pour créer un chien en entier. Donc nous on est là, on a le savoir-faire, on a les tonneaux, on a le rhum. Si les gens veulent nous dire ok, ben moi je veux faire vieillir du whisky, je te donne du whisky. On peut mettre du whisky à vieillir, ils peuvent nous donner le fût d'exception. Donc on est assez flexible sur ce service-là, et comme vous pouvez voir, on a une capacité qui est très importante. Donc, on a déjà des clients, des grands clients, je vais voir si on peut vous donner les noms par la suite, mais des grosses boîtes qui sont très très intéressées à louer de l'espace et de la location d'espace. Certaines personnes aussi voient ça comme un investissement, parce qu'ils payent le même prix tous les ans pour la location, mais bien sûr leur produit prend beaucoup plus de valeur. Et ensuite il y a la valeur ajoutée de la marque. On réexporte, on peut embouteiller, donc il y a quand même beaucoup de services. Donc on est les premiers à le faire, vous êtes les premiers à le voir. Oui, il y a des gens qui prennent 30 000 litres, il y a des gens qui prennent 1200 litres, donc il y a vraiment de tout. C'est une facilité pour beaucoup de monde. Ce sont des nouvelles opportunités pour vous alors? Oui, beaucoup. Vu que le rhum mauricien a pris de l'ampleur, comme je vous le disais plus tôt, maintenant au moins on sait qu'on peut provide pas seulement notre rhum, mais on peut faire plus de volume de qualité, on peut suivre le volume. Parce qu'en général, dès qu'un rhum prend du volume, automatiquement, c'est pas toujours sûr que la qualité suive, surtout au niveau des rhums vieux. Ici, on a de quoi pouvoir surveiller le vieillissement, on a de quoi pouvoir surveiller une qualité qui est très très importante pour l'origine île Maurice, c'est surtout ça, rhum de l'île Maurice. Et on peut vendre à nos propres concurrents. Mais c'est vraiment dans l'optique de créer une image qualitative du rhum de l'île Maurice, du rhum vieux de l'île Maurice. Là, on passe vraiment à un autre niveau. Un niveau là. Voilà, là on est vraiment à un autre niveau. Donc on a gardé Il y a le beaucoup meilleur de- pour la fin. Oui. On ne peut pas goûter ici comme vous voyez, mais on a de quoi faire beaucoup de choses. Ça veut dire on a 5 types de fûts, mais sur commande, on peut faire des fûts d'exception, on peut recevoir des fûts que le client choisit. Ce qui est sympa, c'est que le client, souvent européen, vient ici une fois par an et dit « Ah, ça c'est mon endroit, ça c'est mon fût, c'est mon investissement ». Les gars, ils prennent dans 5 ans, dans 6 ans, dans 8 ans. Donc c'est... Vous êtes les seuls dans la région, je veux dire, dans l'océan Indien? Dans l'océan Indien, on est les seuls, oui. À ce niveau-là, oui. Parce que même dans le premier show, on peut vendre 1 ou 2 tonneaux, c'est pas le but. Ici, oui, on est les seuls.
770 000 litres de capacité. Pas un bâtiment. Pas un bâtiment, pour le moment c'est un bâtiment. Dès que c'est rempli, le second. Dès que c'est rempli, le troisième. Vous avez 3 bâtiments Donc, de... Il y aura Ouais, 3 de la bâtiments. Dès que Même celui-là est dimension? rempli. Même Même dimension, capacité. même capacité. En fait, la capacité varie légèrement dépendant du type de fût qu'on a mis à l'intérieur. Ok. Nous avons 3 tailles de fût, du 400 litres, du 300 litres au fond et du 200 litres. Donc, dépendant du fût utilisé, on peut mettre plus ou moins 770 000 litres. Voilà. On parlait de la diversification de la canne à sucre. Les marques, c'est une chose, mais ce genre de projet, on est une autre aussi. Pour pouvoir apporter une valeur ajoutée à un échelon de canne. Un échelon de canne, on a 3. C'est ça l'objectif alors, Voilà. ajouter de la valeur ajoutée Voilà. au secteur sucrier. Exactement. Exactement. Bon, c'est sur des projets à long terme, hein. Bien sûr, vous voyez, le vieillissement ne se fait pas comme ça. Ça fait 4 ans qu'on est dessus. On a prévu d'avance les 2 prochains parce que, comme je vous disais, les procédures sont longues. Mais maintenant, on est de plus en plus calé à pouvoir apporter ce service. Et oui, diversifier l'industrie cannière, hein, Maurice. Comment investir dans le rhum? Comment investir dans le rhum? Ouais. Beaucoup de façons dont les marques. Il faut savoir que pour créer une marque et garder une marque vivante, il faut des budgets, il faut de l'énergie. Je pense que la qualité est la meilleure façon d'investir dans le rhum. C'est-à-dire qu'ici, on vient choisir un rhum de qualité, on le met à vieillir. On investit en 2019. La valeur va automatiquement doubler, Je veux tripler. dire, Comment dire ça? individuellement, quelqu'un veut... Quelqu'un veut. Vous avez des sous? Il y a des gens, il y a des petits, très petits producteurs qui achètent 4 tonneaux, par exemple. Donc on va dire que ça c'est un peu le minimum. Donc ça c'est un investissement, il va repasser dans, je pense, 3 ans. Et après, on va dire que la valeur elle va monter. Oui. Après, c'est plus à la personne même de venir créer sa marque ou créer son marketing autour pour pouvoir vendre. La qualité, elle est là. Il faut savoir la vendre, il faut savoir l'utiliser. Nous avons des tout petits fûts de l'autre côté. Là, c'est très personnel, c'est 30 litres. Donc ça, c'est une chose aussi. Mais je pense qu'en général, c'est plus dans ce que vous véhiculez comme information sur le rhum que vous avez en tête, qui prend la valeur. De dire, voilà, j'ai un rhum de 3 ans, bah ça ne marche pas. J'ai un rhum de 3 ans qui a été distillé, c'est l'histoire qui est derrière, c'est la première sucrerie, comment on fait, comment on utilise nos cannes, etc. C'est surtout l'histoire qu'on peut raconter. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent raconter cette histoire derrière leur rhum. Hein. Beaucoup de gens peuvent acheter leur rhum n'importe où, ils ne savent même pas d'où ça sort, ils viennent rajouter des arômes, etc. Ils n'ont rien à raconter, ils vont inventer une histoire de pirate. Mais dans notre cas, on a l'histoire de Maurice qui est intimement liée à l'histoire de la canne à sucre et du rhum. C'est ça qu'on veut vraiment mettre l'importance dessus. C'est que l'île Maurice est liée à cette industrie et on continue, on développe. Et c'est ça qui est important, sans construire non plus des bâtiments. On veut garder la canne, on veut l'utiliser, garder l'espace vert. Comme on disait avec Terra, on garde tout, on ne jette rien, hein, on produit de l'électricité, on utilise tout. On a dans les champs, donc tout ce qui est au champ revient au champ, sans pollution. Donc on pense que c'est ça l'avenir, et nous, à notre niveau, c'est ce genre de projet-là qui Vous est investissez en roupie, en devise, et en roupie, en devise, en en rhum, bitcoin. en bitcoin, en rhum. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui vont naître, ça peut-être des nez, des goûteurs, des oui, spécialistes pour réparer les tonneaux? Loïc ou- Lyonnais, est-ce un qu'il- des premiers maîtres de chez en Maurice, pour savoir goûter, pour savoir comment. On ne peut pas juste dire, ah non, je bouche ça ici, je bouche ça là-bas. Non, il y a toute une logistique, tout un savoir-faire. Et on espère pouvoir former plus de Mauriciens à ce métier de maître de chez, master blender, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ensemble un rhum, comment est-ce qu'on le fait évoluer, qu'est-ce qui est bon à rajouter, comment l'utiliser. Oui, de plus en plus. Vous pensez avec les 3, ça va faire combien de nouveaux maîtres au chez, comme vous dites, que rien vous aurez que besoin? dessus, toi tu es seul, tu as besoin encore au moins 10 mètres. Il faudrait au moins 2 mètres de chez par... Là-bas, ici, c'est beaucoup de boulot. Hein. C'est beaucoup de boulot.
Alors, vous envisagez à apporter On plus dit tout de quoi. l'emploi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Plus d'emplois. Ben, tout ce qui est secteur carnier, beaucoup qui sont mécanisés, ici, ben, il faut goûter. C'est pas une machine qui va goûter, c'est pas une machine qui va savoir comment échanger, comment bouger. C'est humain, c'est comme les sommeliers. On ne peut pas remplacer un sommelier ou un vigneron par une machine. Donc ça va être un peu, on va dire, le vigneron qu'on n'a pas ici. Ben, nous, on fait du rhum, on fait de la canne. Bon, on a des maîtres de